Tiens, surpris en flagrant délit? Oh chérie, t'es rentrée? Non, c'est pas du tout ce que tu crois, c'est tout à fait une coïncidence en fait. Te fous pas de moi! C'est qui celle-là? C'est personne, c'est juste une collègue. Juste une collègue de travail, on travaillait. C'est parce qu'elle a des cordes plus fines que moi, hein, c'est ça? Oh non, oh mais non, mais chérie, dis pas ça, non, je t'assure que c'est pas ça. Ouais, bah si c'est comme ça, je repars avec l'ampli. Non mais non, attends, reviens. Adieu, connard! Salut à vous, fiers métalleux. Bienvenue dans cette nouvelle émission du métal pour les nuls. La première émission de 2014, une année qui, je vous l'annonce, sera pleine d'émissions, de chroniques, de bonus, de concours et pleine de projets en tout genre, en tout cas en ce qui me concerne. Et pour commencer l'année comme il se doit, on va aborder un album ultra, méga, super, over, cultissime. On aurait pu même me reprocher de ne pas en avoir parlé avant parce que c'est quand même une évidence. Mais j'ai préféré faire varier un petit peu les styles, à défaut de parler des grands classiques un peu plus tard. Mais nous sommes de retour dans le bon vieux heavy metal des années 80, une décennie qui aura qui aura fait naître les plus grands classiques de l'histoire. Et l'album dont on va parler aujourd'hui est un classique parmi les classiques, il s'agit de... Number of the Beast de Iron Maiden. Eh oui, il était plus que temps que j'aborde le sujet d'Iron Maiden. C'est un des groupes les plus cultes du monde, et pas seulement pour le public métal, hein, parce que le groupe a une image tellement marquante que n'importe qui pourrait avoir un t-shirt Maiden dans son armoire. Même Norman fait des vidéos, en a un. Bon, le problème, c'est que c'est trompeur, parce que c'est pas rare de tomber sur une nana qui va porter un t-shirt Maiden, pour se rendre compte qu'au final elle connaît genre que 3 morceaux et encore que les refrains. Mais bon, le t-shirt Maiden ça donne une image de rocker un peu foufou, alors voilà. Les dérives. Mais on s'en fout, il est temps de parler de l'album. Et quel album? Mais en fait je crois que tout le monde le connaît déjà de toute façon, donc à la limite j'ai même pas besoin d'en parler. D'ailleurs je ne vais pas en parler, je vais faire autre chose. À la place, je vais parler d'un autre album. Alors voilà, il s'agit de Stuntman, un groupe tchécoslovaque qui fait du grindcore. Non, je déconne, on va quand même parler d'Iron Maiden. C'est drôle, hein? Allez, avouez que c'est drôle. Allez, avouez que chez vous, vous êtes marrés comme des baleines. Marrés comme des baleines. Marrés comme des baleines. Ça se marre des baleines? The Number of the Beast, troisième album du groupe, sorti en 1982 sur le label EMI. Et on peut dire que cet album a fait grand bruit, non seulement chez les hardos de l'époque, mais aussi chez les puritains de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, de nos jours, Iron Maiden c'est trop swag et tout. Mais à l'époque, c'était pas vraiment l'avis de tout le monde. Et l'album a fait énormément polémique, non seulement à cause de son titre, mais aussi de sa pochette. Mais on en reparlera plus tard, je finis d'abord mon historique. C'est en 1975 que le groupe est formé par le bassiste Steve Harris et le guitariste Dave Murray. Un tas de gens passent par le groupe, mais en général ils restent pas longtemps, au point qu'il faille attendre 1979 pour que le groupe puisse entrer vraiment en studio avec un line-up à peu près stable. Ils signent un contrat avec EMI qui, emballé par la musique du groupe, les signe directement pour 4 albums. Et Dieu sait qu'ils ont eu raison. Ils enregistrent alors leur premier album, Iron Maiden, du même nom que le groupe, et c'est un putain de succès. L'album se place directement en 4ème place des charts anglais et ce succès les propulse sur les scènes américaines à faire les premières parties de groupes comme Judas Priest ou encore Kiss. Ce qui est pas trop mal hein, pour un premier album, ça va, ils s'en sortent à peu près. Le deuxième album, Killers, sort dans la lignée du précédent et bien que moins important que le premier, constitue un franc succès et commence à les installer petit à petit en tant que précurseurs du genre. Il faut dire qu'à l'époque, le heavy metal tel qu'on le connaît aujourd'hui n'était représenté que par les quelques groupes plus connus, c'est-à-dire Black Sabbath, Judas Priest et Kiss. En gros, il en était qu'à ses balbutiements, et tout était encore à inventer. 2 ans plus tard, le chanteur Paul Di'Anno est viré du groupe
à cause de sa consommation trop importante de drogue. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais je saurais pas dire quoi. Et c'est donc Bruce Dickinson, le chanteur du groupe Samson, qui n'est pas une marque de téléphone, qui reprend le poste de chanteur. Et c'est avec cette nouvelle patte vocale que le groupe enregistre son troisième album en 1982, The Number of the Beast, dont on va parler aujourd'hui. Le groupe est alors composé de Steve Harris à la basse et au chœur, de Adrian Smith à la guitare et également au chœur, de Dave Murray aussi à la guitare, de Bruce Dickinson au chant et de Clive Burr à la batterie. Ce dernier est d'ailleurs récemment parti, puisqu'il est mort d'une sclérose en plaques il y a de ça presque un an. Alors rest in peace gros. Je disais tout à l'heure que l'album avait fait grand bruit et que le groupe avait été taxé de sataniste à son époque, un petit peu comme tous les groupes de heavy metal à l'époque. Mais c'est notamment à cause du titre, Number of the Beast, qui évoque évidemment la bête, le diable quoi, et la pochette, qui représente Eddie, en grand, en train de manipuler le diable à la manière d'une marionnette, lui-même en train de manipuler Eddie. Cette pochette a été dessinée par Derek Riggs, un artiste qui a longtemps collaboré avec le groupe, puisque c'est lui qui est à l'origine de cette fameuse mascotte, Eddie, et c'est lui qui réalisera toutes leurs illustrations jusqu'à maintenant. Depuis quelques temps, il bosse aussi avec Camaret, Stratovarius et quelques autres. D'ailleurs, je suis en train de me demander si Eddie Riggs, le personnage de Brutal Legend, c'est pas totalement une référence à ça d'ailleurs. Mais ouais, parce que Eddie comme la mascotte Eddie, et Riggs comme le dessinateur de la mascotte Derek Riggs. Oh mon dieu, mais comment ne l'ai-je pas vu plus tôt? Nous avons été aveugles si longtemps. Bon bref, assez traîné, il est temps de passer au morceau. Et le premier, malgré qu'il ne soit pas un des plus cultes, est l'un de mes préférés. Invaders! Ce morceau plein d'énergie montre au monde entier la face du nouveau Maiden avec son nouveau chanteur. Ça déborde d'énergie et de positivité, et en plus ça raconte une histoire d'invasion de vikings avec une bataille trop épique avec des saxons, etc. Un thème qui n'aura même pas dénoté dans un album d'Enslaved. J'adore ce morceau parce qu'il déborde d'une énergie positive. C'est comme si on te disait en gros « Allez, bienvenue dans cet album, tu vas voir, il est génial, allez viens, regarde tout ce qu'on peut faire, allez !» Mais on ne s'attarde pas trop parce qu'on a encore plein de classiques à voir, comme le deuxième morceau par exemple, Children of the Damned, dont l'intro dénote totalement avec les 3 minutes précédentes. Tout à l'heure c'était des élans enjoués, ici c'est plutôt calme, voire même mélancolique. Et durant les 2 premiers tiers de la chanson, c'est une balade rock assez belle qui nous prend par la main pour nous emmener petit à petit vers une accélération d'un putain de solo. Ah mon dieu, c'est vrai. Who are you? The new number 2. Who is number 1? You are number 6. I am not a number. I am a free man. Et c'est après un petit extrait d'un dialogue bien connu tiré de la série Le Prisonnier que démarre le morceau The Prisoner, tout simplement. Le riff d'intro est assez connu et pratiquement improvisé par Dave Murray en studio pendant que Bruce Dickinson s'essayait un petit peu à la batterie comme ça, en attendant l'arrivée de Clive Burr évidemment. Après ça, le morceau est assez typique du reste de l'album et n'a rien de spécialement génial à raconter, hormis le fait que le refrain soit tiré directement de la série I'm not a prisoner, I'm a free man. Voilà, tout le monde connaît la citation, c'est un grand classique, on enchaîne, voilà. Je passe très rapidement sur le morceau d'après qui est 22 Acacia Avenue, parce que c'est celui d'après qui nous intéresse. Alors, celui-là est très bon, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, tous les titres sont très bons, tous les titres sont excellents, aucun n'est faible, mais certains morceaux sont plus excellents que d'autres. C'est cela qui nous intéresse. Alors, tu es gentil, petit morceau excellent, mais tu t'en vas, tu laisses la place au morceau méga excellent. Et le morceau le plus culte de cet album du groupe du heavy metal, de la musique et de l'univers, le voici. Que l'initié découvre son ombre, car c'est un nombre d'hommes. Son ombre est le 666. The number of the beast.
What did I see? Can I believe? Voilà enfin ce que vous attendiez depuis la création du métal pour les nuls, du plus profond de votre cœur. À part celui qui attend un épisode sur Mayhem depuis le début de la création de la chaîne. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Sois patient, patient, ça arrivera. Après avoir entendu un genre de prêche qui vient vous annoncer la venue de Satan, on a un chanteur qui déclame son texte avec une intensité croissante jusqu'à atteindre un pic d'intensité avec un cri qui fait partir le morceau à toute berzingue. Hey, hey. À toute berzingue. Et toutes les berzingues, elles y sont. Toutes les berzingues. À ce propos, dans une interview, Bruce Dickinson déclarait qu'il avait passé environ 4 heures à chuchoter ces quelques lignes pour que le producteur trouve enfin ce qu'il cherchait, et qu'au bout de ces 4 heures, le chanteur, qui en avait marre de chuchoter, s'est fait un immense plaisir de balancer son cri le plus fort et le plus longtemps possible. Et merci parce que le résultat est génial. Les paroles parlent de la venue du diable, de la bête, sur Terre, dans les rêves d'un mec normal, en gros. Et à l'époque, ça a convaincu suffisamment de gens de partir en croisade contre ce groupe, surtout aux États-Unis apparemment. Le groupe d'ailleurs, il raconte quelques anecdotes en rapport avec un mec par exemple qui se promènerait avec une grande croix sur son dos, comme Jésus aux alentours des concerts, ou alors tout un tas de gens qui distribuaient des tracts pour expliquer que le groupe était sataniste. Enfin, est-ce que c'est bien nécessaire de s'en inquiéter après tout? Parce que c'est un peu le quotidien des groupes de rock depuis Elvis Presley. Si le groupe fait aussi peur, c'est qu'il fonctionne. Et tous les disques, tous les vinyles qui ont été brûlés ou cassés, fallait bien que les gens les achètent avant ça. Du coup, au final, ça faisait même plus de la pub. Comme souvent, la censure d'un artiste, ça lui fait de la pub. Un peu comme Dieudonné au final. Bon, on va se détendre un peu avec Run to the Hills. Je vous avoue que là, toutes ces histoires de diablerie, ça m'a un peu angoissé, alors on va parler un petit peu de cow-boys et d'indiens. Parce que oui, c'est bien ce que raconte cette chanson, ça parle vraiment de bataille, enfin de combat en tout cas, entre des cow-boys et des indiens. D'ailleurs, je vous recommande chaudement le clip, qui est en soi assez marrant. Je vous raconte pas tout, mais sachez juste que dedans, il y a un indien qui tire une flèche en faisant du vélo. Voilà, ça devrait vous suffire pour aller regarder. Putain, mais qu'est-ce que j'ai avec mon nez aujourd'hui? C'est encore un des grands classiques, absolument incontournable en concert. Tout le monde veut entendre cette chanson, on veut pouvoir l'entendre, on veut pouvoir la chanter en chœur, tellement elle est fédérateur et enjouée. Et quand vous les verrez en live, regardez bien la main du bassiste, ou tout simplement quand vous verrez le clip, regardez bien la main du bassiste et imaginez la tendinite que vous auriez à la place. C'est par contre tous les sens, c'est fou, c'est n'importe quoi. Dans ce morceau, comme dans beaucoup d'autres, on constate toute l'étendue de la voix de Dickinson. On passe de sommets très aigus au tréfonds des timbres doux et mélodiques. Et le prochain morceau en est le meilleur témoignage, en plus d'être un immense classique du métal. Bon bref. Hallowed be thy name. C'est peut-être l'un des plus beaux morceaux composés par le groupe. L'histoire d'un prisonnier, encore une fois, j'aime beaucoup les prisonniers, Iron Maiden, qui est dans sa cellule et qui attend d'être conduit à la potence. Du coup, il remet en question tout ce en quoi il croit, etc., le machin, la religion, les choses, toutes les choses. Et franchement, l'intro est franchement le meilleur témoignage des ambiances que peut poser Iron Maiden quand il veut. On a vraiment tout ce qu'il faut, genre le son des cloches qui est régulier, qui donne vraiment cet aspect martial et la potence quoi, je sais pas. Et le chant qui a vraiment l'allure d'une complainte, il manque plus que les cris de corbeau et on y est. C'est aussi la performance la plus notable de Bruce Dickinson, notamment pendant les refrains qui sont chantés très aigus et à un rythme assez soutenu, et c'est encore pire pendant les concerts où justement le groupe a tendance à accélérer et qu'au bout d'un moment on a un peu peur de se retrouver avec un genre de plus rien comprendre. Plus on avance dans le morceau, plus le rythme s'accélère et les riffs et les solis se rajoutent les uns après les autres et on finit l'album sur cette note assez grandiose et ce morceau franchement marquant.
pour finir rapidement cette chronique, cet album est l'un des plus cultes de l'histoire du métal tout entière. Et même au-delà au final, parce que beaucoup de gens connaissent ne serait-ce que le morceau éponyme, Number of the Beast, sans avoir la moindre idée, sans avoir le moindre doute de l'existence d'une scène métal quelconque derrière. En bref, un des plus incontournables que vous connaissez déjà sans doute. Du coup, cette vidéo ne sert à rien. Néanmoins, si vous l'avez aimé, vous pouvez me le faire savoir en cliquant sur le petit j'aime en bas. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos. Vous pouvez également, et ça je vous l'encourage fortement, à partager cette vidéo, à la faire connaître au monde entier. Hein, pour les 4 personnes qui connaîtraient... Je me suis planté sur les 4. Pour les 4 personnes... Non, pour les 4 personnes qui ne connaîtraient pas encore cet album, et bien sûr, vous pouvez laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Quant à moi, je vous laisse, je vais aller aider Eddie à cacher ce corps. A plus! Ne partez pas tout de suite, j'en profite très rapidement pour vous dire que le concours que j'avais organisé le jour de Noël justement, le concours du 24, est maintenant terminé. J'ai reçu pas mal de réponses, hein, ce qui est plutôt étonnant au vu des quelques pauvres réponses que j'avais reçues pour le premier concours où j'avais joué 3 morceaux à la guitare. J'avais reçu une réponse, et là où j'en passe 20 morceaux d'allure totalement différentes, je reçois pas mal de réponses en 20 sur 20, du coup il a fallu faire un tirage au sort, et notre gagnant s'appelle Hugo, c'est donc Hugo Laffineur, donc félicitations à toi. Je te contacterai très vite pour, une fois la vidéo publiée, je te contacterai très vite pour récupérer tes coordonnées et t'envoyer ton cadeau, à savoir l'album Gallery of Suicide de Cannibal Corpse. Voilà, c'était tout. J'organiserai d'autres concours prochainement. Donc restez attentifs. A plus. Et en bonus, parce que je savais pas quoi mettre derrière la vidéo, je me suis dit allez je vais mettre un bêtisier, sauf que j'ai pas fait assez de conneries, j'en ai pas filmé assez. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer l'arrière du décor. Et oui, alors déjà, voilà ma place, donc mon magnifique siège bleu, avec le bordel qui est entassé là. Derrière ce magnifique rideau Decide, il y a du matos d'Artplay et des bouquins. Voilà, les secrets. Donc mon ordi qui est là pour que j'ai mon texte sous le nez quand même. Cette putain de lampe qui m'a aveuglé pendant tout l'épisode et que je déteste maintenant, je ne la mettrai plus jamais ici parce qu'elle m'a vraiment trop pété les yeux. Et comme vous le savez, j'ai été cambriolé, du coup j'ai récupéré une caméra, mais pas encore un pied de caméra, et du coup j'ai fait ce petit tas de machin pour poser ma caméra dessus. Et voilà, c'est très artisanal. Bon allez, à plus.